Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et donc nous allons discuter du diagnostic et de la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique chez les patients qui sont atteints de cirrhose. Voici mes liens d'intérêt. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'encéphalopathie hépatique? Quand on regarde les recommandations et le dictionnaire médical, on voit que l'encéphalopathie hépatique est une atteinte neurologique qui est causée, c'est très important, causée par une atteinte du foie et ou par un shunt portosystémique. Il n'y a pas écrit associé, mais causée selon les nouvelles définitions, ce qui sous-entend un mécanisme physiopathologique, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une maladie et non d'un syndrome d'ailleurs, et qui sous-entend qu'il y a un mécanisme qui induit les symptômes, qui est un mécanisme qui est commun à l'atteinte du foie et ou au shunt du foie par le shunt portosystémique, et donc qui sous-entend un mécanisme toxique qui, en tout état de cause, est ici la surcharge en ammoniac majoritairement. Alors, pourquoi s'intéresser à l'encéphalopathie hépatique? L'encéphalopathie hépatique, c'est compliqué parce que chez les malades atteints de cirrhose, elle se manifeste par un large spectre de symptômes neurologiques et ou psychiatriques qui peuvent aller d'altérations infracliniques jusqu'au coma. Donc vous voyez qu'il y a tout un éventail de symptômes et cela évidemment crée une incertitude diagnostique puisque ces symptômes peuvent être liés à l'encéphalopathie ou à bien d'autres causes neurologiques. Il s'agit d'une maladie qui est fréquente, il s'agit d'une maladie qui est sévère et en effet chez les malades atteints de cirrhose c'est un facteur indépendant de mortalité à court et à moyen terme, un facteur associé aux réadmissions, à l'altération de la qualité de vie et c'est une pathologie qui est coûteuse. Et enfin, vous verrez qu'il y a deux types d'encéphalopathie, l'encéphalopathie minime et l'encéphalopathie clinique, et que l'encéphalopathie minime, qui grève beaucoup la qualité de vie, est associée à la survenue d'une encéphalopathie clinique. Donc, une maladie compliquée à diagnostiquer, mais fréquente, sévère, et surtout, pour laquelle il existe des traitements. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à l'encéphalopathie hépatique. Et c'est pourquoi l'Association française pour l'étude du foie a décidé de nous confier la rédaction de recommandations formalisées d'experts il y a 1 an, que nous avons limité volontairement à la population adulte de patients atteints de cirrhose. Je vais vous présenter dans cet exposé la synthèse de ces recommandations en ressortant les recommandations qui sont les plus importantes et puis pour le texte complet, vous pourrez le trouver sur ce lien. Alors, d'abord, nous allons parler de diagnostic et la première chose, c'est chez quel malade atteint de cirrhose faut-il rechercher une encéphalopathie hépatique? Et là, vous allez voir que comme pour beaucoup d'avis dans ces recommandations, il y a des avis d'experts parce que c'est une pathologie qui est assez méconnue et que finalement, il y a très peu de papiers qui sont des essais randomisés contrôlés. Il y en a un petit peu dans les traitements, vous verrez. Et il y a beaucoup d'avis d'experts. Donc, chez quel patient faut-il rechercher une encéphalopathie hépatique? Bien, les experts suggèrent qu'une encéphalopathie doit être dépistée chez tous les patients atteints de cirrhose, quelle que soit leur fonction hépatique. Donc ça, déjà, ça règle le problème. Il va falloir la rechercher chez tout le monde. Alors, quelles sont les présentations cliniques d'encéphalopathie hépatique? Finalement, je vous ai déjà dit un petit peu qu'il y avait 2 sortes d'encéphalopathie. L'encéphalopathie clinique, celle qu'on appelait la patente avant, et puis l'encéphalopathie non clinique, qui regroupe l'encéphalopathie minime et puis l'encéphalopathie de grade 1, mais ça, ce sont des subtilités d'experts, donc retenez encéphalopathie clinique et encéphalopathie non clinique. Alors, comment on classifie l'encéphalopathie? Par la classification que vous connaissez de Westhaven, qui est une classification ancienne, qui est en 5 stades, 0, 1, 2, 3, 4, et globalement, nous la dichotomisons en 2, et c'est comme ça que vous l'utilisez de façon binaire. Le malade a une encéphalopathie clinique, encéphalopathie grade 2, 3, 4 de Westhaven ou pas d'encéphalopathie clinique. Et là, il peut ne pas avoir d'encéphalopathie du tout, soit avoir une encéphalopathie minime ou de grade 1. Et les subtilités entre les deux sont des affaires d'experts vraiment. Et donc, on parlera d'encéphalopathie non clinique. Il y a plusieurs types d'encéphalopathie, type A, type B ou type C. Nous nous attachons ici à rapporter l'encéphalopathie chez les malades atteints de cirrhose, donc nous ne parlerons que du type C. Le grade de Westhaven, et puis nous allons aussi décrire l'évolution clinique, que ce soit une encéphalopathie épisodique ou récidivante ou alors persistante, et vous pouvez avoir les 3 formes chez différents malades. Alors, quand on parle d'encéphalopathie minime, finalement l'encéphalopathie clinique est assez facile à diagnostiquer. Vous avez vu les signes sur la diapositive précédente, ils peuvent aller du flapping, qui est l'astérixis, la perte de tonus des extenseurs, jusqu'au coma en passant par la confusion. Et généralement, vous y arrivez bien. Ce qui est plus compliqué, c'est le diagnostic d'encéphalopathie minime.
Ce sont des malades que vous voyez en consultation, et vous en avez tous, qui sont des malades qui sont typiquement comme sur ces diapositives. C'est des malades qui sont ralentis et qui vous disent que faire quelque chose leur demande plus de temps qu'avant, qu'ils oublient souvent où ils ont posé leurs clés, qu'ils oublient des choses, qu'il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas du tout, les proches ont l'impression qu'on ne les écoute pas. C'est des malades qui s'énervent plus facilement qu'avant, et quand vous êtes médecin, vous trouvez que ces malades sont tellement lents. Alors quand vous voyez tous ces signes, c'est un petit peu compliqué de poser le diagnostic d'encéphalopathie minime parce qu'il y a effectivement deux notions qui seront très importantes. La première notion, c'est le potentiel intellectuel de base. Il y a des malades qui vous paraîtront toujours lents mais qui ne seront pas encéphalopathes, mais alors à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution dans le temps, en tout cas pas défavorable. Et l'évolution dans le temps, c'est la deuxième chose, puisqu'effectivement, un malade qui a une encéphalopathie a des fluctuations dans le temps et surtout une aggravation depuis qu'il a une maladie hépatique ou alors qu'il a un SHINT qui a été diagnostiqué et qui parle. Alors, comment on diagnostique l'encéphalopathie minime? Et finalement, si on veut la diagnostiquer, la définition de l'encéphalopathie minime, ce sont des malades qui ont des petits signes, des petites altérations aux tests neuropsychologiques, mais qui sont des malades qui n'ont pas de signes cliniques à l'examen clinique. Et donc, il y a plusieurs façons d'en faire le diagnostic. Il n'y en a aucune qui fait le fruit d'un gold standard auprès de tous. Mais globalement, il y a des tests neurophysiologiques, dont le premier est le PHES, durée 30 minutes, où les malades répondent à des tests. Deuxièmement, le CFF, qui est le Critical Flicker Frequency, où on regarde une lumière rouge qui devient oscillante et le malade doit cliquer quand il la voit oscillante, ou alors des tests du type Stroop sur des applications. Les deux derniers tests durent 10 minutes, mais globalement, vous conviendrez comme moi que ce soit 30, 10 ou 10 minutes, quand on fait ça à tous les malades en consultation qui ont une maladie chronique du foie, c'est quand même très difficile. Alors, il y a un test, qui est un test de dépistage qui a été mis au point par les Italiens et qui est un très bon test de dépistage, qui est le test des animaux, qui ne se passe pas comme sur cette diapositive, mais je vous l'ai mis pour que vous le reteniez, qui est un test d'énumération qui est recommandé par les experts pour rechercher l'encéphalopathie minime en consultation. Alors, ce test des animaux est très simple à faire, il dure 2 minutes. Et vous avez sur cette diapositive comment effectuer ce test. C'est extrêmement simple, vous donnez une consigne au malade, vous lui dites « Monsieur, Madame, vous allez énumérer le plus grand nombre de noms d'animaux possibles, vous commencerez à mon top. » Et à ce moment-là, vous commencez à compter le nombre d'animaux et vous arrêtez à 1 minute. Et ensuite, il y a des seuils qui varient en fonction des pays. Nous suggérons en France que quand un malade fait moins de 20 animaux à la minute, on peut suspecter une encéphalopathie minime et qu'on peut soit orienter le malade vers un neuropsychologue pour en faire le diagnostic, soit éventuellement faire un test thérapeutique ou considérer simplement qu'il a une encéphalopathie minime. Alors, deuxième chose dans le diagnostic d'encéphalopathie, le diagnostic paraclinique est différentiel et là on va avoir recours à des examens paracliniques. Donc si on reprend encéphalopathie clinique, vous savez en faire le diagnostic assez facilement, minime vous faites le test des animaux et puis ensuite vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour étayer le diagnostic et notamment aller jusqu'à éliminer les diagnostics différentiels car il y a plein de maladies neurologiques qui donnent des troubles cognitifs ou qui donnent même une confusion. Alors l'ammoniémie intervient vraiment dans la physiopathologie de l'encéphalopathie hépatique et ça c'est des choses qui sont certaines depuis plus de 30 ans. Par contre, le dosage de l'ammoniémie est extrêmement controversé. Pourquoi? Elle a mauvaise réputation ou avait mauvaise réputation car de tout temps, on a toujours dit que l'ammoniémie était difficile à doser. En fait, quand on regarde dans des observatoires, elle n'est effectuée que chez 30% des patients avec une encéphalopathie clinique et dans certains centres dans le monde. Et donc, tous les autres disent que l'ammoniémie est difficile à doser, mais ne la dosent pas. Finalement, quand on regarde, et nous on a commencé à la faire, c'est certes vrai qu'il faut mettre le tube sur de la glace, mais elle peut être veineuse ou artérielle et pas seulement artérielle. Elle doit être triquetée rapidement. Et une fois qu'on a tout ça, l'ammoniémie est assez facile à doser. Donc, nous avons fourni dans les recommandations des recommandations sur les méthodes de dosage de l'ammoniémie, mais quand on décide de le faire et que la biochimie le fait, c'est un dosage qui est assez simple. Alors, pourquoi l'ammoniémie est-elle utile? Elle est inutile pour le diagnostic positif. Et c'est vrai qu'il y a des malades qui n'ont pas d'encéphalopathie, comme vous le voyez sur cette diapositive, sur une très grosse série londonienne qui a été publiée il y a 1 an. Des malades n'ont pas d'encéphalopathie et ont une ammoniémie qui est élevée. Donc, c'est pas parce qu'on a une ammoniémie élevée qu'on a une encéphalopathie hépatique. Par contre, elle est très utile pour le diagnostic négatif, c'est-à-dire que quand un malade a une encéphalopathie et une ammoniémie normale, eh bien, il faut absolument aller rechercher autre chose que l'encéphalopathie hépatique et notamment d'autres causes d'encéphalopathie.
Alors, qu'est-ce qu'il faut aller rechercher? Ben ça, c'est un papier que nous avions fait, mais qui corrobore des résultats de beaucoup d'autres équipes. Nous avions été regarder à un moment dans le LCR des patients encéphalopathes qui étaient confus et cirrhotiques en unité de soins intensifs pour lesquels on avait du LCR, ce qu'on trouvait dans leur LCR. Et chez les malades qui avaient une ammoniémie normale, finalement, en métabolomique, le métabolomicien, qui lui ne savait pas ce qu'avait le malade, nous disait « mais il prend beaucoup de médicaments, j'ai retrouvé des médicaments dans le LCR, du fluconazole, des fluoroquinolones, des bêta-lactamines et des médicaments qui se trouvaient en concentration qui n'étaient pas censés exister dans le LCR ». Et tous ces médicaments-là peuvent être neurotoxiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est quand on a une ammoniémie normale, rechercher une encéphalopathie médicamenteuse. Et là, le traitement est relativement simple, il faut arrêter les médicaments. Deuxièmement, rechercher une infection, et vous savez bien que même en l'absence de cirrhose, les malades qui sont septiques en réanimation peuvent faire une encéphalopathie, et même en l'absence de shunt et de maladie hépatique. Donc c'est les deux gros diagnostics différentiels chez le malade atteint de cirrhose. Un autre intérêt du dosage de l'ammoniémie, mais qui là est plus satellite, c'est que quand on trouve des ammoniémies extrêmement élevées, alors pas une fois, mais plusieurs fois, parce qu'il faut vérifier que l'ammoniémie a été bien faite. En effet, quand elle reste trop longtemps sur la paillasse, elle est anormalement élevée, donc il faut refaire le dosage dans de bonnes conditions. Eh bien, dans ces cas-là, il y a plusieurs causes d'hyperammoniémie qui peuvent être médicamenteuses ou non, et notamment, il y a les troubles du cycle de l'urée qui ont un traitement bien spécifique. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marginal. Retenez surtout que vous faites l'ammoniémie et que si elle est normale, il va falloir penser à autre chose qu'à l'encéphalopathie hépatique, à une autre cause d'encéphalopathie. C'est pourquoi, dans les recommandations, nous avons dit qu'il n'était pas nécessaire de doser l'ammoniémie pour confirmer le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, puisque c'est très mauvais pour le diagnostic positif, mais que devant des troubles de la conscience et en cas de doute diagnostique notamment, il faut doser l'ammoniémie et qu'une valeur normale remet vraiment en cause le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, et c'est le message à retenir ici. Dans les diagnostics différentiels de l'encéphalopathie, encéphalopathie clinique à gauche, encéphalopathie minime à droite, il y en a beaucoup, je vous ai mis en rouge ceux qui étaient les plus importants. Pour l'encéphalopathie clinique, on l'a déjà dit, toutes les autres causes d'encéphalopathie métabolique, et notamment les médicaments, mais aussi le sepsis, l'épilepsie, qui peut être trompeuse quand on a des clonies ou des myoclonies qui sont pas forcément faciles à différencier. Là, c'est très ennuyeux parce qu'on peut donner des benzodiazépines qui aggravent les malades. Et puis le sevrage alcoolique qui reste un problème quand même, où parfois on a du mal à le distinguer de l'encéphalopathie hépatique clinique. Et puis ensuite, il y a toutes les autres causes, mais avec des signes neurofocaux souvent, qui sont les hématomes sous-durales, la méningo-encéphalite, etc. Pour l'encéphalopathie minime, le gros diagnostic différentiel et qui est très problématique, c'est la démence. Enfin, donc l'altération cognitive, qu'elle soit liée à une démence alcoolique, vasculaire très souvent, ou parfois la maladie d'Alzheimer. Et puis les troubles psychiatriques sont un petit peu compliqués, c'est très compliqué d'examiner sur le plan cognitif un malade qui a des troubles psychiatriques qui parfois interfèrent beaucoup. L'imagerie cérébrale, du coup, faut-il faire une imagerie cérébrale? Alors, il nous semble vraiment qu'il faut faire une imagerie cérébrale chez un patient suspect d'encéphalopathie hépatique pour le diagnostic différentiel, au moins au premier épisode, pour éliminer un processus expansif, pour éliminer un hématome sous-dural et pour avoir aussi une idée, parfois quand on a la chance de pouvoir faire une IRM, de l'état vasculaire du cerveau, etc. On distinguera là le premier versus le énième épisode. Un malade qui revient toutes les semaines pour une encéphalopathie, c'est clair qu'on va pas lui refaire une imagerie toutes les semaines. Par contre, la première fois, il faut vraiment mieux faire une imagerie cérébrale, et si on peut avoir accès à l'IRM, c'est beaucoup mieux. Ici, vous avez des exemples d'IRM utiles. Vous voyez à gauche des hypersignaux blancs dans le cortex qui sont d'origine vasculaire, et puis vous avez à droite des hypersignaux aussi, et ceux-là évoquent en fait des traumatismes chez un malade qui était un ancien boxeur, qui avait des troubles cognitifs, qui avait une fonction hépatique pas du tout altérée, pas du tout de shunt, et finalement avait eu des traumatismes crâniens à répétition. On va passer maintenant au deuxième volet de l'exposé, qui est la prise en charge thérapeutique. Prise en charge thérapeutique de l'encéphalopathie clinique, et on va parler du traitement de l'épisode clinique, prévention secondaire, prévention primaire, et puis prise en charge de l'encéphalopathie minime. On va détailler tout ça. La première chose, c'est qu'il faut traiter, lors d'un épisode d'encéphalopathie clinique, le facteur, qu'on va dire facteur précipitant. En effet, on va dire que l'ammoniac sous-tend tous les problèmes neurologiques, mais que derrière se rajoute la sepsis, l'inflammation, l'hémorragie, et donc il nous semble que tous ces facteurs sont des facteurs qui sont favorisants ou précipitants. Et puis ensuite, le malade peut développer aussi des troubles ioniques, avoir des médicaments, et tous ces facteurs-là doivent être absolument
éliminer, éviter, traiter. Deuxième chose, traitement curatif de l'encéphalopathie clinique. Il est recommandé, en plus du traitement du facteur précipitant, de débuter un traitement par un disaccharide non absorbable, le lactulose ou le lactitol, qui est le traitement de première intention. Et là, on a beaucoup d'essais et c'est une recommandation de grade 1. En effet, vous avez ici sur cette diapositive plusieurs méta-analyses qui sont résumées sur ce schéma avec un effet thérapeutique sur la mortalité du lactulose pour l'encéphalopathie clinique et un effet pour l'encéphalopathie minimale qui n'est pas sur la mortalité, qui est limite pour la mortalité, mais un effet thérapeutique pour l'encéphalopathie clinique et donc on retiendra ce traitement. Le lactulose se donne en sachet ou en lavement. Pour les autres médicaments comme la rifaximine, le PEG, les probiotiques ou les associations, il n'y a pas de recommandation forte pour le traitement de l'encéphalopathie clinique. Prévention secondaire, donc lactulose ou lactitol, encore une fois en première intention pour la prévention secondaire, donc la récidive de l'encéphalopathie hépatique, et ça c'est un accord fort. Après, si jamais le malade échoue et refait un épisode d'encéphalopathie hépatique sous lactulose en prévention secondaire, on rajoute de la rifaximine. Et la rifaximine peut être mise seule si le lactulose est mal toléré, ce qui est fréquemment le cas. Et voilà donc là une des indications de l'indication de la rifaximine principale, qui est la prévention secondaire lors de l'échec du lactulose. Voilà ici les études que je ne vais pas détailler, mais vous avez notamment la grosse étude il y a 10 ans du New England qui montrait une diminution du délai jusqu'à la première récidive d'encéphalopathie chez les malades sous rifaximine et on estimait qu'il fallait traiter 4 sujets pour éviter un épisode d'encéphalopathie, ce qui est un traitement qui est donc très efficace. Passons à la prévention primaire. Donc une fois qu'on a prévenu qu'on a traité le malade, qu'on a fait une prévention secondaire, on aimerait bien éviter les épisodes d'encéphalopathie clinique. Donc première chose, et je vous l'ai déjà dit, on va éviter les troubles ioniques, hyponatrémie, on maintient toujours une hyponatrémie supérieure à 130, limiter les médicaments qui favorisent l'encéphalopathie hépatique, notamment les benzodiazépines et notamment les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont montrés comme favorisant l'encéphalopathie hépatique. Et puis le lactulose qui a donc son indication déjà en traitement de la crise et en prévention secondaire, a aussi une indication en prévention primaire dans un contexte bien spécifique qui est l'hémorragie digestive sur cirrhose. On va donner du lactulose au malade au moment de l'hémorragie digestive, même si le malade n'est pas encéphalopathe. Ensuite, prévention primaire de l'encéphalopathie clinique. Ce qui est montré, c'est que quand les malades ont une encéphalopathie minime, eh bien, ils vont faire plus souvent derrière une encéphalopathie clinique. Et donc, le traitement de l'encéphalopathie hépatique minime va prévenir l'encéphalopathie hépatique clinique. Alors là, c'est assez controversé et les recommandations sont différentes entre les pays. Nous avons vu la littérature et nous recommandons de traiter tous les malades ayant une encéphalopathie hépatique minime, si on en fait le diagnostic ou si on la suppose, par exemple, avec le test des animaux et qu'on veut faire un test thérapeutique, soit par lactulose ou soit par rifaximine. Et ces médicaments améliorent la qualité de vie et réduisent le risque d'encéphalopathie clinique. Et donc ça, c'est une recommandation qui est importante et qui est originale en France. Donc un malade ralenti, vous pouvez le mettre sous lactulose ou rifaximine si vous pensez que c'est une encéphalopathie minime. Les apports nutritionnels classiques chez le malade atteint de cirrhose, pas de régime hypoprotidique, et puis l'éducation thérapeutique qui est très importante pour les malades et pour les aidants, puisque c'est des malades qui ont une grosse altération de la qualité de vie, comme tous les malades qui ont des troubles cognitifs. 2 cas particuliers maintenant, pour conclure. L'encéphalopathie hépatique et le TIPS. Alors vous savez qu'on met de plus en plus de TIPS chez les patients, des TIPS pour le traitement de l'acide réfractaire, et puis des TIPS pour l'hémorragie évidemment réfractaire, en prophylaxie secondaire de l'hémorragie lorsque le traitement médical plus endoscopique est bien conduit, et puis cette nouvelle indication, enfin nouvelle entre guillemets parce que ça fait 10 ans de TIPS, qui est le TIPS préemptif chez les malades à haut risque de récidive qui ont fait une hémorragie digestive sur cirrhose. Alors dans ces cas-là, vous avez toutes les indications sur cette diapositive. On sait que l'encéphalopathie reste dans l'esprit des gens une contre-indication au TIPS puisque le TIPS favorise l'encéphalopathie en créant de façon artificielle un champ portosystémique. Quand on regarde les malades qui ont une hémorragie réfractaire, c'est une question de contexte. On court derrière le malade qui est en train de mourir d'hémorragie, c'est un TIPS de sauvetage, il n'y a pas de contre-indication au TIPS, même si le malade est encéphalopathe. Quand on regarde les essais sur le TIPS préemptif, et on commence à en avoir plusieurs, les malades qui avaient une encéphalopathie ou des antécédents d'encéphalopathie n'avaient jamais été exclus de ces essais. Et quand on regarde le devenir de ces patients, il n'y a pas plus d'encéphalopathie après TIPS dans le groupe TIPS que dans le groupe contrôle. Donc finalement,
Il n'y a pas de contre-indication au TIPS représenté par l'encéphalopathie dans le cadre du TIPS préemptif. Enfin, là où il y a peut-être un souci, c'est pour l'acide réfractaire. Les patients qui avaient une encéphalopathie au moment de la pose de TIPS ont été exclus des essais. Et je crois vraiment que pour une acide réfractaire, c'est pas raisonnable de mettre un TIPS à un malade qui est encéphalopathe au moment du TIPS. Deuxièmement, quand on a un antécédent d'encéphalopathie, c'est un facteur de risque de développer une encéphalopathie derrière, de la même façon que quand on met un TIPS trop large et qu'on obtient un gradient de pression hépatique post-TIPS qui est bas, c'est un facteur de risque d'encéphalopathie hépatique. Donc finalement, là, on va regarder le rapport bénéfice-risque pour l'antécédent d'encéphalopathie. Et il est clair qu'un malade qui aura fait plus de 2 épisodes en 6 mois, on ne va pas lui mettre de TIPS. Et puis on va s'accorder à mettre des TIPS de faible diamètre, 8 mm, pour limiter le risque d'encéphalopathie. Et ça, c'est bien prouvé que ce sont des TIPS qui diminuent le risque d'encéphalopathie. Voilà les recommandations. Donc, les experts suggèrent qu'un épisode unique d'encéphalopathie clinique n'est pas une contre-indication formelle et l'indication doit être discutée au cas par cas. Alors maintenant, pour ce qui est de la prophylaxie de l'encéphalopathie avant le TIPS, il y a une étude française qui va être publiée maintenant, bientôt, qui a été présentée par Christophe Bureau à la SLD, qui montre une efficacité de la rifaximine. Et il y aura probablement un corrigendum à ces recommandations pour recommander la rifaximine avant le TIPS, au moins lorsque le TIPS est prévu, puisque c'est un traitement qui doit être commencé 10 jours avant la mise en place du TIPS. Dernier volet, l'encéphalopathie et la transplantation hépatique. Alors on sait plusieurs choses. Déjà, l'encéphalopathie clinique régresse après transplantation hépatique. Et donc, il est probablement recommandé de proposer la transplantation hépatique chez les patients qui présentent une encéphalopathie invalidante, réfractaire aux traitements médicamenteux et non médicamenteux, tout ce qu'on vient de dire. Donc c'est clair que la greffe va être un bon traitement de l'encéphalopathie hépatique. Après, que peut-on attendre de la transplantation? Et notamment, quelle récupération neurologique, c'est toute la question. Quand vous avez des malades qui ont une encéphalopathie minime avant la greffe, après la greffe, ils peuvent développer des troubles cognitifs aussi qui n'ont rien à voir avec l'encéphalopathie minime. Par exemple, les troubles cognitifs post-transplantation. Les troubles cognitifs qui sont liés aux comorbidités et notamment la cause de l'hépatopathie. Vous savez qu'on a beaucoup de malades qui ont une NASH ou une cirrhose alcoolique, même si elle est sevrée, et tous ces facteurs de risque sont des facteurs de risque neurologiques. Nous avons aussi des malades qui peuvent développer une démence, qui est une démence simplement liée à la maladie d'Alzheimer. Et puis on a des malades qui ont d'autres causes de dégradation neurologique. Et puis enfin, il y a le potentiel intellectuel de base dont je parlais au départ. Et clairement, si on attend que l'encéphalopathie minime diminue ou disparaisse après la transplantation hépatique, on peut être optimiste. Par contre, si on attend que la greffe règle tous ces problèmes ou celui-là, eh bien c'est certain qu'on va être déçu. Donc il faut bien fixer les objectifs. Je suis pas en train de faire de l'eugénisme et de dire qu'il faut greffer que les gens brillants, mais c'est clair qu'il faut pas s'attendre à ce que l'état intellectuel soit meilleur qu'avant la maladie hépatique, c'est pas possible, et puis qu'il y a d'autres facteurs de risque que l'encéphalopathie pour la dégradation neurologique post-transplantation, et c'est des choses qu'il va bien falloir peser avec l'équipe de transplanteurs. En conclusion, voilà les points forts de mon exposé, et puis vous pourrez vous référer au texte pour tout le reste. Une encéphalopathie hépatique clinique ou minime doit être recherchée chez tous les patients atteints de cirrhose, car il s'agit d'une pathologie sévère, grevant le pronostic et pour laquelle il existe des traitements. Toute première évaluation d'un trouble neurologique chez un patient cirrhotique doit comprendre un bilan clinique et paraclinique pour éliminer un diagnostic différentiel ou associé. Le dosage de l'ammoniémie et une imagerie cérébrale, de préférence par IRM, sont indispensables. Et encore une fois, une valeur normale d'ammoniémie remet en cause le diagnostic d'encéphalopathie hépatique. Troisièmement, la correction des facteurs précipitants fait partie intégrante du traitement curatif et préventif de l'encéphalopathie hépatique. Le traitement de la poussée d'encéphalopathie hépatique repose sur le traitement du ou des facteurs précipitants et sur l'administration de lactulose ou de lactitol. Et enfin, un disaccharide non absorbable doit être utilisé pour prévenir la récidive de l'encéphalopathie hépatique clinique, auquel il faut ajouter, en cas d'échec, de la rifaximine. La rifaximine peut être utilisée seule lorsque le lactulose est mal toléré. Voilà, je voudrais conclure en remerciant tous les experts qui ont travaillé avec moi pour les recommandations de l'Association française pour l'étude du foie sur l'encéphalopathie hépatique. Je voulais remercier également nos 3 bibliographistes et nos 2 secrétaires, Bénédicte et Nara, de la FEV. Je vous remercie pour votre attention.